Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine. Pour le premier numéro de Rage Enquête, nous nous sommes immergés dans le quotidien confiné de différents secteurs français. Tout de suite, le sommaire. Alors que la seconde vague de coronavirus fait rage, nous avons suivi le temps d'une journée le personnel d'un hôpital. Soutien aux étudiants en détresse, reportages et éléments de réponse avec la présidente de l'AFGES. De la danse au cinéma, la culture est fortement touchée. Rencontre avec une star d'Internet. Partout en France, les hôpitaux sont en manque de personnel pour faire face à la seconde vague de coronavirus. À Strasbourg, comme à Elbeuf en Normandie, les conditions de travail sont éprouvantes et les soignants rencontrent de nombreuses difficultés. Un reportage de Naomi Barbier. Voici une partie d'un clip vidéo qui vante les conditions de travail du centre hospitalier d'Elbeuf et qui espère ainsi recruter du personnel. En pleine deuxième vague d'épidémie, j'ai voulu voir la réalité de cet hôpital dit familial. Ici aussi, l'épidémie de Covid-19 a bouleversé l'organisation. Qu'il y ait des services qui ont été transformés, adaptés à la situation Covid. Un emploi du temps qui change pour certains services, mais pas pour tous. C'est le cas en radiologie. Pour cette seconde vague, le personnel a pu garder ses horaires normaux, mais le nombre de patients, lui, a augmenté. Il a fallu gérer les suites, j'ai envie de dire, des premiers patients lors de la première vague de Covid et en plus accueillir les patients de la seconde vague. Ça fait une activité quand même qui est quand même conséquente. Dans l'hôpital, tous les services sont impactés d'une manière ou d'une autre par la Covid-19. J'ai pu suivre mon père, infirmier anesthésiste, dans son lieu de travail. Au bloc opératoire, la salle de réveil a été en partie réquisitionnée dans le cas où la salle de réanimation, qui peut accueillir des patients Covid, n'aurait plus de place. Et le fait d'avoir mis 4 lits de salle de réanimation, ça a fait que ne pouvant pas réveiller autant de patients que d'habitude, on a dû réduire le nombre de chirurgies possibles. Et donc on a fermé 4 salles sur les 8. Et les équipes sont toujours en stand-by au cas où des patients arriveraient pour faire un service de réanimation. Des salles fermées peuvent laisser croire que le personnel du bloc opératoire travaille moins. Mais ce n'est pas forcément le cas, car leurs compétences servent parfois à pallier le manque de personnel. On sait très bien qu'il y a des problèmes de recrutement en réanimation, par exemple, parce qu'il faut que les gens soient formés pour la réa, c'est une formation particulière. Donc on sait qu'en réanimation, il leur manquait du monde. C'est pour ça qu'il y a des infirmiers anesthésistes qui sont allés aider en réanimation. Une aide qui n'est pas toujours facile, car le rythme de travail y est plus intense. C'est sûr qu'on n'est pas forcément habitué au rythme de travail des patients de réanimation. Donc il a fallu se réhabituer à de travailler en 12 heures, jour et nuit. La nuit, c'est 12 heures non-stop à s'occuper des patients. Un rythme de travail qui change et un effectif parfois restreint ne facilite pas toujours le travail en équipe. C'est vrai que l'ambiance est un peu difficile, tendue, du fait que on est un peu sous pression parce que on arrive à avoir des plannings qui sont chargés en heures avec beaucoup d'heures d'avance. Oui. Oui, je reviens là. Des plannings chargés et une organisation différente en fonction des services qui augmentent la charge de travail des infirmiers. J'ai fait 2 jours de réa, 2 jours où j'ai passé mon temps à courir, à aller chercher... Des infirmiers parfois chargés de superviser des élèves infirmiers, chose difficile dans ces conditions. Les soignants n'ont pas forcément le temps du coup de bien nous encadrer, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils sont en effectif restreint. Et donc on se retrouve dans des services quelquefois où on est obligé de se débrouiller tout seul et de faire avec les connaissances qu'on a parce qu'on ne peut pas forcément solliciter le personnel soignant pour nos questions, nos interrogations. Des étudiants parfois livrés à eux-mêmes,
Un rythme de travail qui augmente, une organisation qui change, des effectifs réduits pour certains et des heures supplémentaires pour d'autres, la Covid-19 a accentué un problème réel et récurrent dans les hôpitaux, le manque de personnel. Loin de l'hôpital, c'est la vie sociale des Français qui se retrouve aussi fortement impactée par ce nouveau confinement. En effet, beaucoup d'entre eux se retrouvent isolés chez eux, seuls ou en famille, mais pour certains, il est assez facile de pallier à cela grâce aux nouvelles technologies. Un reportage à Nancy d'Erwan Flock. Comment garder une vie sociale à l'heure du confinement ? Pendant le laps de temps où les réunions familiales et fêtes entre amis sont totalement proscrites, on s'organise différemment pour rester en contact. Tous les dimanches avec ma famille, on organise un apéro par Skype, histoire de se retrouver tous ensemble parce qu'on avait l'habitude de se voir assez souvent pour des repas de famille ou ce genre de choses. Donc là, ça permet de se retrouver ensemble et de pouvoir discuter malgré le confinement. On sort des verres à boire, on met des chips pour vraiment instaurer une ambiance comme si on était ensemble et puis on discute de tout et n'importe quoi. Sinon, avec mes amis, on fait souvent des Discord, par exemple. Et parfois, on joue à des jeux. Donc, il y a un jeu qui est à la mode en ce moment, qui est Among Us. Donc, on joue souvent à ce jeu. Et puis sinon, on discute tout simplement parce que c'est bien aussi de pouvoir discuter, de se donner des nouvelles. Des appels téléphoniques, des apéros Zoom et des discussions à distance via l'application Discord. Celle-ci a accueilli 100 millions d'utilisateurs actifs par mois en 2020, ce qui est bien supérieur aux années précédentes. Pour les étudiants, Discord est aussi une plateforme de travail où certains professeurs y font cours. Mais malgré ces outils, l'angoisse et l'isolement provoqués par le contexte sanitaire est dur à vivre et le besoin de parler se fait ressentir. SOS Amitié a recensé une forte augmentation des appels, dont un certain nombre en rapport avec le contexte sanitaire. Le confinement qui provoque de l'isolement, de la perte de liens sociaux, et puis de l'inquiétude sur l'avenir, qui est rempli de points d'interrogation pour beaucoup, pour le travail, pour les études. Nous avons beaucoup d'étudiants qui appellent, liés à l'isolement et puis à la difficulté de poursuivre leurs études avec le confinement. Ce confinement est toutefois moins respecté que le précédent, car parfois, garder un contact social nécessite de braver l'interdiction des réunions entre amis, car rien ne remplace une discussion avec un interlocuteur en chair et en os, surtout pour les personnes vivant seules. Comment dire ? Je suis contente que tu sois là, voilà. Un simple café avec une amie devient alors plus important que n'importe quel confinement. C'est important de se voir, en général, et ici en particulier, puisqu'on n'a pas le droit de se voir, alors c'est pas qu'on triche, mais on fait très attention à respecter les gestes sociaux, barrières, de protection, parce que c'est hyper important de pouvoir se voir, alors que se voir par visio, c'est complètement virtuel, et au bout d'un moment, ça passe plus, quoi. Les moyens technologiques du XXIe siècle, bien que très pratiques, possèdent donc leurs limites. Ils ont grandement aidé à une partie de la population à ne pas se sentir isolée, mais ne remplaceront jamais les petits moments au restaurant et au café du coin entre amis. Pour retrouver ce plaisir, il faudra encore patienter. Généralement en pleine ébullition, le campus universitaire de Strasbourg semble aujourd'hui bien vide. Les étudiants suivent les cours depuis chez eux, mais pour certains, cette situation est très difficile et entraîne une grande détresse psychologique. Un reportage de Mewen le prêtre. Son horizon s'est réduit brutalement le soir du 28 octobre, lors de l'annonce d'un second confinement. Yanis, strasbourgeois, suit des études d'infirmier. Confiné dans un appartement de 17 mètres carrés, seul, son quotidien est désormais rythmé par les cours en distanciel et les après-midi à tourner en rond. J'ai beau être tout seul avec mon chat, c'est quand même de la solitude, et puis je dirais fatigant, parce qu'il y a un décalage dans mon rythme de vie que j'avais d'habitude, quoi.
Bah là, pour moi, c'est comme quelque chose qui est revenu, hein, comme une peur qui est revenue, et plein de mauvaises pensées qui sont revenues, dans le sens, bah, on est seul, des fois, on a, comme je l'ai dit, on a un rythme qui est des fois décalé. Difficulté à se motiver, que ce soit pour les cours ou des tâches du quotidien. Rythme de vie décalé, problèmes financiers. Yanis nous confie ce que lui fait subir la crise actuelle, mais il essaye tant bien que mal de relativiser, car il est soutenu par sa famille et ses amis. C'est bon. Ouais, ça va, écoute, c'est toi. On est le 20, 22, comme ça, j'ai plus rien dans le frigo. Du coup, bah, mercredi, je vais y aller, quoi. Parce que bah, j'ai plus rien et que là, je me force à manger peut-être un œuf et une tomate vite fait le soir avec une salade vite fait, quoi. Parce que j'ai plus grand chose dans le frigo, quoi. Bah, en fait, je pense que mon état, depuis le dernier confinement, ou là, depuis le début, bah, en fait, si c'est pas vraiment amélioré ni détérioré, dans le sens où bah, j'ai juste trouvé une base en fait, de morale, on va dire, et de façon de garder un moral plus ou moins sain, je dis bien plus ou moins sain, lors de cette situation. Mais je vais pas dire que je suis au max, je vais pas dire que je suis pas très bien, mais je suis juste, on va dire, neutre, quoi. Genre, j'essaie de garder la tête sur les épaules. Pour l'aider, Yanis peut compter sur le Crous. Les restaurants universitaires restent ouverts durant tout le confinement. Les repas à 1 € continuent d'être préparés et fournis, mais uniquement à emporter. Et cela soulage bien des étudiants, très touchés par cette crise. Du coup, le fait de manger systématiquement au Crous, ça fait qu'on a moins de courses à faire pour nous, enfin de préparation de repas, etc. On a aussi plus de temps. Donc, ouais, c'est quand même des grosses économies et c'est super que ce soit maintenu, surtout à cette période, parce que c'est pas facile pour les étudiants. J'ai un peu des difficultés financières vis-à-vis à se nourrir, même à se loger, parce que faut payer le loyer, tout ça. Et c'est un peu compliqué surtout avec le confinement, de rester chez soi et de devoir dépenser toutes les semaines 50, 100, 150 € pour juste se nourrir, quoi. Ces mêmes étudiants, nous les retrouvons à l'AVGES, l'une des associations estudiantines les plus influentes de Strasbourg. Plus d'1 millier d'entre eux se retrouvent chaque mercredi pour récupérer des produits de première nécessité. Dans une grande précarité, ils n'ont pas d'autre choix. Un soutien économique considérable, mais aussi moral. La panna cotta, il y a de la gelée de porc dedans par contre. C'est de la panna cotta. On voit une plus grande fréquentation au premier confinement, quand ça a été mis en place pour la première fois. On avait une moyenne de entre 500 et 700 étudiants qui venaient en profiter. Maintenant, du coup, on est à 1000 étudiants, ce qui est quand même énormément plus que les dernières fois. C'est effectivement des étudiants aussi qui se sentent seuls. Ça leur permet de sortir une fois par semaine et de voir des gens, de pouvoir ne serait-ce que discuter un tout petit peu. Nous retrouvons Yanis, sur le campus universitaire cette fois. Il continue à aller en cours, mais c'est très rare. Sa situation en tant qu'étudiant infirmier l'inquiète tout particulièrement. Beaucoup d'étudiants, eux, sont mis de côté et mis pour faire des postes qui ne leur apprennent rien. Et en fait, moi j'ai peur que quand je serai diplômé, j'aurai plein de connaissances que je n'ai pas, ou alors dans mes prochains stages, je serai en retard comparé à mon année d'études. On a peur, on se le dit entre nous, on pose des questions sur comment ça va se passer, nous-mêmes on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Du coup, oui, on partage notre peur, on essaie de se rassurer un peu entre nous, mais on sait que la situation est très vague et que pour nous, forcément, on devra s'adapter à ce qui va arriver sur le moment, quoi. Les étudiants, ils sont actuellement très énervés, ils sont dans un mal-être, ils ont peur. Moi le premier, je suis dans cette situation aussi. Avec les nouvelles annonces, les universités ne devraient pas rouvrir avant au moins février. C'est encore une fois un coup au moral énorme pour les étudiants, soutenus par de nombreuses personnes, comme des universitaires, à cette assemblée générale. L'enfer numérique, une première fois, ils vivent l'enfer numérique une seconde fois. Aujourd'hui, c'est plus la question seulement du décrochage, c'est aussi la question de l'abandon des études. Ils espèrent un retour en cours rapide, non seulement pour leur santé psychique, mais aussi pour éviter un décrochage scolaire trop important. Le 26, donc dans 2 jours, à 18h30. Alors, bonjour Léa Santerre, tu es présidente de l'AVGES, et en cette période assez particulière pour les étudiants, vous jouez un rôle essentiel et même central pour leur soutien en fait. Est-ce que tu peux peut-être déjà un peu nous expliquer les missions principales auxquelles vous faites face actuellement ? Bonjour. Du coup, à l'AVGES, on a plusieurs missions.
qu'on a depuis bientôt une centaine d'années. Donc ça va être l'animation des campus en temps normal. Donc là actuellement ça se retransmet par des animations en ligne plutôt. On va avoir la solidarité. Donc on a normalement 2 épiceries sociales et solidaires qui sont les Agorae. Donc une qui est juste derrière la fac de droit et une qui est à Gallia. Donc celles-ci on continue leur activité et on a mis en place en complément du coup une distribution alimentaire pour tous les étudiants. On a aussi des missions d'accompagnement, nous, des associations adhérentes et surtout, comme tu veux, on a aussi du coup la représentation étudiante dans les différents conseils de l'université et du CROUS. Et face à cette crise et à cette détresse psychologique des étudiants, comment vous analysez cette situation ? Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui fait pour vous que ces étudiants se retrouvent dans de telles situations ? Alors la première chose qu'on va avoir, ça va être l'isolement des étudiants sur leur ville d'études, donc des étudiants qui vont plus pouvoir rentrer chez leurs parents le week-end, qui sont restés pour la plupart aussi de mars à mai à Strasbourg aussi lors du premier confinement, donc ils revivent une deuxième fois cet épisode, mais surtout aussi les étudiants en première année qui sont plus jeunes de manière générale et qui vont vivre pour la première fois leur vie isolée à Strasbourg. Vous allez aussi avoir tous les cours en distanciel, donc là où vous allez avoir normalement le monde du travail qui continue de temps en temps de pouvoir aller au bureau, les étudiants vont être complètement chez eux. Là on commence à avoir des allègements au niveau du confinement, mais ça reste quand même une période qui est très compliquée avec des étudiants qui vont décrocher scolairement. On en a beaucoup qui nous contactent parce qu'ils sont plus perdus encore que d'habitude. On sait qu'en moyenne, on a normalement 30% de réorientation en première année de licence. Là, on se demande si cette année, on va quand même pas en avoir plus. Et du coup, beaucoup d'étudiants se retrouvent dans des situations catastrophiques, viennent chez vous pour trouver un soutien, j'imagine, déjà peut-être moral, et aussi un soutien alimentaire. Vous faites des distributions chaque semaine. Est-ce que vous avez des retours ? Quels sont les retours des étudiants ? Alors sur les distributions alimentaires, ça va être des retours qui vont plutôt faire peur. C'est-à-dire qu'on va avoir... on a déjà vu certains étudiants qui sont sortis des distributions et qui ont pleuré juste de soulagement de savoir qu'ils allaient pouvoir avoir de quoi se nourrir pendant une semaine et surtout qu'on allait continuer ça jusqu'à fin janvier. Après, on a aussi beaucoup d'étudiants qui en profitent tout simplement pour avoir un contact avec des gens. Comme je l'ai dit, on est en cours à distance. Les seules occasions de sortir, ça va être de faire des courses. Et c'est vrai que quand vous allez dans un supermarché, vous n'allez pas forcément échanger avec les personnes qui sont là. Là, comme ça va être un don d'étudiant à étudiant, c'est quand même aussi beaucoup plus simple pour eux de nous parler un petit peu quand ils sont présents. Après, on a aussi tout un dispositif, nous, à l'ABGES, de soutien psychologique, donc avec des psychologues professionnels et avec des coachs scolaires, donc pour éviter aussi le décrochage scolaire et vraiment garder un rythme de vie. On essaye du côté de l'ABGES aussi de faire des petits guides pour, pareil, garder un rythme, vers qui se tourner si jamais on se sent en détresse. Et on a toujours, nous, notre hotline sur Discord et par mail qui est ouverte pour des étudiants qui voudraient juste venir nous parler. Et finalement, quand on sait que les dernières annonces projettent une réouverture des universités seulement au 5 février, quelle est votre réaction et peut-être vos attentes par rapport à l'État ? Et surtout, comment vous réagissez face à la signature par le président d'Heineken de cette lettre ouverte qui appelle le gouvernement à agir et à se caler pour la réouverture sur celle des lycées ? On en a beaucoup parlé dans les différents conseils de l'université, mais aussi dans les différents conseils des facultés. Le corps enseignant, tout comme les doyens et les présidents d'université sont tous d'accord là-dessus. La réouverture, au mieux, le 5 février, parce que c'est même pas certain, ça va prolonger en fait la détresse de ces étudiants-là. Ça va uniquement faire qu'on va avoir des étudiants qui vont décrocher. Et vous avez aussi énormément de professeurs qui commencent à avoir du mal en fait à faire leurs cours en ligne, étant donné qu'ils n'ont pas assez de moyens qui sont alloués à l'université pour redistribuer après du matériel, ne serait-ce que pour les enseignants. Donc là-dessus, l'ABGES et du coup le président Michel Deineken, on attendait énormément, notamment sur l'assouplissement du confinement. Étant donné que quand on a du coup été reconfiné, il n'y avait eu aucune consultation des présidents d'université par le MESRI. La conférence du coup des présidents de l'université attendait quand même sur ces mesures-là d'être consultés. Et une fois encore, malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Du coup, vous êtes en train de dire que ce qui commence maintenant à être difficile, c'est qu'en plus d'une fracture sociale, il y a une fracture numérique aussi qui s'accentue et qui devient difficile à pallier.
C'est ça, vous avez l'université qui a déjà fait des dons au premier confinement de PC. Donc là, ils ont recommencé. Ils avaient, je crois, le double, voire le triple de demandes par rapport à la première fois. Au niveau de l'AFGES, on est en train d'essayer aussi de chercher pour avoir des PC pour les étudiants, mais c'est vrai que ça va aussi être des problèmes que les enseignants vont rencontrer en fait. Et peut-être pour finir, est-ce que vous avez un message à passer à ces étudiants, peut-être un message de soutien, un message d'encouragement ? Moi, je dirais surtout de ne pas hésiter en fait, à utiliser tous les moyens qui sont à disposition des étudiants, que ce soit le don d'outils numériques, que ce soit les dons en fait, de nourriture tout simplement, mais aussi aller contacter les personnes qui peuvent les soutenir. On sait qu'on a des services de santé universitaires qui sont surchargés depuis plusieurs années, mais l'avantage, on va dire, du confinement, c'est que vous avez des nouveaux moyens qui ont été alloués par la ville pour augmenter du coup les équipes de psychologues, d'assistantes sociales, du Crous et de l'université, et qu'au niveau de l'AFGES, on a aussi 2 dispositifs, voire 3 si on compte la hotline, qui permettent aussi de nous contacter si jamais il y a même la moindre question ou juste envie de parler. Très bien, merci beaucoup pour votre venue sur ce plateau et bonne continuation. Merci pour tout ce que vous faites pour ces étudiants. Le centre-ville de Strasbourg retrouve peu à peu des couleurs. Après un mois de fermeture, les magasins viennent de rouvrir, mais ce confinement a eu un réel impact sur leur activité, notamment pour les librairies. Reportage à Cronenbourg. Le reconfinement a contraint les commerces jugés non essentiels par le gouvernement à fermer pour une durée de 6 semaines. Déjà impactés financièrement en mars, certains ont décidé de faire entendre leur colère. Dans le quartier du Vieux Cronenbourg, une petite librairie associative a décidé le temps d'une journée de faire de la résistance. Les clients se sont réunis pendant des heures pour récupérer leurs commandes et montrer leur attachement à la culture. Pendant cette période compliquée, c'est quand même très important de procurer un peu de bonheur aux gens. Et en plus, voilà, ça nous permet de nous instruire et voilà, de nous élever. Parce que je suis écrivain et du coup par solidarité pour tous les libraires qui vendent nos livres et pour mes amis auteurs, en fait c'était important de montrer qu'il faut ouvrir les librairies. Je pense que c'est une très bonne initiative. Je veux dire là on fait de mal à personne, on garde nos distances, on garde nos masques. C'est juste histoire de montrer qu'on est présent et qu'on soutient les libraires. Les bénévoles de la librairie étaient loin de s'imaginer un tel engouement. Ce sont près de 200 personnes qui ont répondu à cet appel. De quoi bouleverser le porteur du projet. Ah, moi, ça me procure une émotion énorme. Hein. Voilà, moi, ça... Ouais. Ouais, pour moi, c'est une vraie émotion. L'activité en click and collect demande une grande organisation. Pour éviter la rupture de stock à l'approche des fêtes, les livraisons affluent. Mais il est là, un aussi. Ah, celui-là aussi, il cartonne, hein. Ah oui, celui-là cartonne. Histoire du fils, hein. Oui. Pour gagner en efficacité et satisfaire le client lors du retrait des livres, l'ordonnancement des commandes est nécessaire. Je suis en train de classer par ordre alphabétique le nom des clients qui ont réservé des livres. Pour qu'après, dès que le client vient, ben voilà, par exemple là c'est les F, tous les clients qui ont un nom de famille qui commence avec F. Les lecteurs en perpétuelle recherche de nouveautés et de bons conseils ont une confiance aveugle envers les libraires. Cette arme est le dernier moyen de résistance face aux plateformes de l'e-commerce, telles qu'Amazon, et c'est à cela que s'accroche le président de l'association. Le monde a besoin de contacts directs, de lieux où les gens puissent échanger, s'assembler en direct. Et là, c'est sûr que le Covid, avec nos masques, avec ses fermetures, avec ses couvre-feux, ses confinements, nous qui sommes dans l'associatif, c'est complètement antinomique, c'est à contresens même de notre esprit. Et voilà, et Amazon qui est en train de se faire, s'en fiche plein les poches, c'est une misère, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal. La municipalité écologiste fraîchement élue juge, elle, nécessaire une réorganisation de l'offre afin de soulager les commerces indépendants
et éviter une désertification du centre-ville de Strasbourg. La question de fond, c'est est-ce que dans la durée, une ville, dans un corps métropolitain comme Strasbourg, va continuer à être attractive de la même manière, avec le même public, pour les mêmes types de consommation à l'avenir. Mon opinion, c'est que non, qu'il faut repositionner l'offre, les niveaux de loyer, il faut que les loyers baissent, il faut que l'offre se diversifie, il faut que les indépendants puissent investir ces espaces de rotation qui risquent de s'installer dans le commerce. En attendant un réel travail de fond, une campagne pour inciter à soutenir les commerçants locaux va bientôt voir le jour. Depuis Bordeaux, Nathan Museau et Catherine Lefranc nous invitent à nous intéresser au monde de la culture. Déjà très impacté lors du premier confinement, il a vécu le deuxième comme un réel coup de massue. Pour survivre, les artistes doivent parfois réinventer leur métier. Bordeaux, à l'heure du deuxième confinement, a vu du jour au lendemain théâtre, salles de spectacle et cinéma baisser leurs rideaux, mettant à l'arrêt toute activité culturelle. C'est dans son studio de danse qu'une artiste nous a donné rendez-vous. Danseuse professionnelle depuis ses 16 ans, Concha Castillo n'est pas épargnée par la crise sanitaire. Pour ne pas perdre contact avec ses élèves, elle donne aujourd'hui des cours par vidéo. Même si elle avoue que cela peut perdre un peu de son naturel. Ça a l'air de rien, mais à chaque fois il faut expliquer la vidéo qu'on envoie. Enfin, c'est une autre façon de travailler. Non, mais c'est une autre façon de travailler. En cours, c'est plus facile parce que je peux poser la main sur une épaule, dire attends, regarde, je vois son corps, je vois le poids de son corps. Là, ils sont tout seuls face à ça. Ils sont eux-mêmes leurs propres correcteurs. Véritable artiste polyvalente, elle revisite avec son musicien le répertoire latino-américain pour en faire une version plus personnelle. Pour son partenaire de scène, l'heure est aux répétitions, dont on attend de remonter une nouvelle fois sur les planches. C'est important pour moi de continuer à se préparer, à être prêt pour quand un jour ce virus sera plus là et on pourra à nouveau se produire et faire réaliser nos projets. Pour le monde du spectacle, j'espère qu'il pourra s'en remettre, mais bon, il y a quand même beaucoup de dégâts. Concha, qui ne veut pas renoncer de créer pour des raisons économiques, reste marquée par l'arrêt soudain d'activité. J'étais sur scène et à la fin, j'ai salué et les larmes nous ont monté un petit peu en disant voilà, c'est notre dernière représentation, on ferme le théâtre. Concha propose des petites vidéos de poèmes pour faire perdurer le lien et ne pas lasser les gens. Là, on s'est dit, il va falloir se réinventer. J'aime pas trop ce mot parce que finalement, l'artiste se réinvente tout le temps. Là, c'est important de reprendre son rôle social. Nous, en tant qu'artistes, je pense qu'on fait du bien au moral. Le risque de fermeture est toujours d'actualité. Les élèves se sont mobilisés en créant une cagnotte en ligne afin qu'elle puisse poursuivre son travail de transmission. En espérant une réouverture durant le mois de décembre, Concha reviendra d'ici là dans son studio pour préparer un futur retour sur scène. Flamenquitas. Ce deuxième confinement, il arrive à un moment où les artistes sont déjà fragilisés par le premier. Mais il y en a pour qui ce confinement est parfois même une aubaine, c'est le cas de Jig Météo. Il est créateur de contenu pour Internet et il nous reçoit aujourd'hui dans son studio. C'est chez lui que Jigme nous accueille. Et bien le bonjour, je vous invite à la maison car le bureau est à la maison. Entouré de son équipe, il enregistre aujourd'hui une nouvelle vidéo pour sa chaîne YouTube. Bien le bonjour à vous les cuisinières, les cuisiniers. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Dordogne. Car oui, je suis né en Dordogne, donc forcément, cette recette me rappelle pas mal de petits souvenirs. En 4 ans, il comptabilise pas loin de 600 000 abonnés. Et de vous apprendre à faire sa recette, proposer astuces culinaires, vlogs, mais aussi documentaires, avec parfois quelques touches d'humour. Mais cette activité sur Internet n'est rentable qu'avec la monétisation de ses vidéos. Donc pour faire simple, Google transmet un pourcentage de ses revenus d'annonces aux créateurs et créatrices de contenu sur Internet. En réalité, le partage des revenus publicitaires ne suffit pas à payer les charges. Comme de nombreux autres influenceurs, Jigme a recours à des partenariats. En échange de visibilité, de grandes marques lui font confiance et cela permet de pérenniser son affaire.
la proportion entre les vues et les partenariats, elle est assez conséquente. On va dire que c'est un bon 70% en partenariat et 30% en vues. Donc si je ne vivais que de la rémunération sur les vues YouTube, ça serait compliqué d'avoir une équipe, je pense. Au printemps dernier, lors du premier confinement, les agences de communication ont cessé leur activité. Ces partenariats ont tout simplement disparu. C'était censé être une des saisons hautes pour moi. Je pense surtout à mai-juin, où généralement il y a pas mal de partenariats, et là c'était, on va dire, silence radio. Les tournages ont été perturbés par l'interdiction de déplacement vers le lieu de tournage. Ce second confinement permet cette fois-ci à l'équipe technique de revenir travailler sur place. Je suis plutôt content de ma situation parce que je sais que travailler que en télétravail, c'est pas trop mon truc. J'ai fini un peu par m'ennuyer, j'ai un peu l'impression de travailler pour une boîte fantôme, quoi, juste d'envoyer des mails à quelqu'un. Malgré le confinement, Jigme a tout de même été encouragé par l'intéressement soudain des Français à la cuisine. J'imagine que beaucoup de personnes se sont dit il faut faire à manger, qu'est-ce qu'on mange, etc. etc. Et j'ai remarqué que sur le site, il y avait en moyenne avant le confinement environ 1000-1200 utilisateurs uniques par jour, et c'est passé à 3005, voire un pic même à 4000. Aujourd'hui, avec le retour d'activité des agences de communication, les partenariats avec les marques reprennent. Là, je suis vraiment dans l'assiette. Il espère donc à court terme reproposer des documentaires à ses abonnés, mais aussi de nouveaux concepts de vidéos. Le 15 décembre prochain, si la situation sanitaire le permet, il sera de nouveau possible de retourner au théâtre, au cinéma, mais aussi dans les musées. Interdite en club comme en salle, la pratique sportive reste cependant autorisée à domicile et pendant 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre. Pour les sportifs, il est donc nécessaire de trouver des solutions pour s'adapter à ce nouvel environnement. Un reportage d'Adrien Besnier. Stéphane, étudiant de 23 ans, est un adepte du sport. En dehors de ses heures de cours quotidiennes, il profite du confinement pour se renforcer physiquement. Le temps de s'équiper de son survêtement, il descend à la cave où se trouve tout son matériel de musculation. J'ai ces 2 machines qui me permettent de faire quand même beaucoup d'exercices. Donc j'ai la barre au-dessus qui me permet de faire des tractions. Ensuite j'ai cette partie qui me permet de faire des dips ou aussi des abdos. Donc j'ai une petite fiche d'information qui me permet vraiment de pouvoir voir un petit peu quel muscle je veux cibler et ce que je veux travailler. Stéphane a aussi retenu les leçons du premier confinement. Pratiquant du tennis de table en compétition, il lui était impossible de s'entraîner à cause de la fermeture de tous les gymnases. Dès l'annonce de ce deuxième confinement, il a trouvé une solution pour remédier à ce problème, l'achat d'un robot. Au tennis de table, j'ai un robot qui me permet de jouer tout seul depuis chez moi. Donc le principe du robot il est assez simple en fait, c'est un robot qui lance des balles automatiquement, dirigé depuis une tablette. Du coup les balles elles peuvent vraiment venir où on le souhaite. On dit sur la tablette, on programme la tablette de façon à programmer le robot. Donc les balles elles peuvent venir à gauche, à droite, petites, des longues, des découpées, un petit peu avec tous les effets qu'on peut aussi avoir en réalité. Les clubs sportifs sont très impactés par la situation sanitaire actuelle, comme nous l'explique le vice-président du Mulhouse Tennis de Table. Pour les clubs de façon générale, c'est évidemment la perte d'adhérents, notamment les loisirs qui ne peuvent plus pratiquer, les enfants qui ne peuvent plus pratiquer. Donc c'est sûr que le club a un entraîneur professionnel, on est peut-être obligé de le mettre en chômage partiel. Donc franchement, c'est très 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 compliqué. Ouais. Cette crise sanitaire a mis les salles de musculation à l'arrêt le 30 octobre dernier. Une décision injustifiée selon cette chaîne de remise en forme qui tire la sonnette d'alarme. Cette seconde période de fermeture met le groupe en danger. Les clubs vivent par et pour les adhérents. Ces fermetures ont été imposées par le gouvernement alors qu'aucun foyer ni aucun cluster n'a été constaté dans un des clubs du groupe. Pour sortir à la tête de l'eau, de nombreuses salles de sport ont pris l'initiative de digitaliser leurs offres
même si cela reste encore très insuffisant. Et sur l'expiration, on glisse une épaule au-dessus de l'autre. Parfait, replacez-vous dans l'axe. Les représentants des milieux sportifs ont été reçus à l'Élysée dernièrement et une aide de 400 millions d'euros a été négociée. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier numéro de Rage Enquête. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans quelques mois pour un second numéro. À bientôt.